La formation d'un sol cultivable. Qu'est-ce que cela veut dire? Formation, former, fabriquer. Sol. C'est quoi un sol? C'est pas si simple que ça à définir. Cultivable. Que signifie cultivable? Ça signifie qu'on peut y faire pousser des cultures, des végétaux par exemple. Nous savons que les agrosystèmes terrestres reposent sur l'utilisation d'un sol cultivable. Évidemment, sans sol, on ne peut pas faire germer les graines, par exemple. Et que cela soit pour une production de biomasse végétale, par exemple agrosystème correspondant à des cultures, ou bien une biomasse animale, agrosystème correspondant par exemple à un élevage, une production laitière, par exemple, donc élevage de vaches, par exemple les vaches abondance ou vaches prime Holstein, comme on a vu dans un cours précédent. Donc voilà. Maintenant, on peut se poser la question, comment se forme un sol cultivable? Alors, je vous renvoie également à une vidéo que j'ai faite sur la formation des sols, petite vidéo très sympathique, plutôt du niveau 6e, 5e, mais bon, c'est toujours bon à étudier, quel que soit le niveau. C'est très intéressant en tout cas, je vous invite à aller le voir. Bon, nous allons étudier les documents, nous allons procéder en deux étapes, donc de la roche nue d'abord au premier sol, puis ensuite des premiers sols, donc du premier ou des premiers sols au sol cultivable. Alors évidemment, avant que le sol soit cultivé, il faut qu'il soit adapté à la culture dont on veut épouser la forme, entre guillemets. Bon. Alors, formation d'un sol cultivable. En dehors des agents érosifs, la nature et la composition des sols résultent aussi de l'interaction entre les roches et la biosphère. C'est une évidence. Par le biais des plantes, des animaux et des microbes. Bon, c'est évident que lorsque vous regardez dans un sol, vous allez voir des animaux. Alors, vous allez voir quoi? Des vers de terre, des acariens, des colamboles, des petits scorpions, ce qu'on appelle des pseudo-scorpions, des lithophiles, etc. Donc des petits êtres vivants que vous pouvez étudier en laboratoire avec l'appareil de Berlez, par exemple, que je vous présente dans une autre vidéo. Alors essayons de voir les documents pour compléter ensuite dans une explication un peu plus scientifique. Nous avons dit de la roche nue au premier sol. Alors ça veut dire quoi? On peut se baser sur l'étude, pas sur l'étude exhaustive, mais quelques mots sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est située dans l'océan Indien. C'est la partie émergée d'un énorme volcan sous-marin. La première ressource économique de l'île est, bien entendu, la canne à sucre. Exploitation industrielle, nous allons en parler tout à l'heure. Les sols cultivables n'occupent pourtant que 1/5 du territoire. Pourquoi? Bien, on dit que c'est une île volcanique, donc ça veut dire qu'il y a des reliefs, des hauteurs. Et comme dans toutes les montagnes, on ne peut pas exploiter toutes les parties, toute la superficie en tout cas des montagnes. Du côté du piton de la Fournaise, puisqu'il y a le piton de la Fournaise, on peut observer la formation de sols sur des coulées de lave relativement récentes. Donc ça veut dire que dès leur refroidissement, les blocs de lave vont subir ce que l'on appelle une altération sous l'effet des pluies, de l'air et des variations de température. Des végétaux pionniers également, tels que les mousses, les lichens, vont s'installer et ces producteurs primaires sont accompagnés de consommateurs, c'est-à-dire qui vont être des insectes, des vers, etc., et de décomposeurs également, qui sont plutôt des bactéries. Quelques années plus tard, donc les matières organiques qui se sont accumulées dans des anfractuosités, des roches, donc vont permettre à des fougères et diverses plantes herbacées de s'installer. Un véritable écosystème va tout doucement se mettre en place et va ensuite se complexifier. Et ensuite, une trentaine d'années après, il va pouvoir y avoir une végétation qui va commencer à coloniser la coulée de lave. Donc, entre le moment où il y a l'éruption volcanique et le moment où
où une culture peut être possible, il va se passer beaucoup d'années. Et là, on voit même qu'en 30 ans, c'est même pas nécessaire. Bon, c'est même pas suffisant. Il faut que, parce qu'au bout de 30 ans, la colonisation commence à se faire, mais ça ne veut pas dire qu'en profondeur, les racines vont pouvoir s'enfoncer. Donc à ce stade, le sol est encore très discontinu, il est mince et aucune culture ne peut y être pratiquée. Donc je vous ai donné un certain nombre de mots à connaître. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait ce que l'on appelle une altération. Alors l'altération, c'est une modification physique et chimique des minéraux constituant les roches. Pourquoi modification physique? Si par exemple vous prenez une roche calcaire, vous prenez un marteau, vous tapez dessus. Physiquement, la roche, au bout d'un certain temps, elle ne ressemble plus à la roche d'origine. Donc ça veut dire que vous avez modifié de manière physique la roche. Eh bien, dans la nature, les roches peuvent être modifiées physiquement. Et on dit également que l'altération, c'est une modification chimique. Que signifie chimique? Donc modification chimique des minéraux constituant les roches. Ça veut dire que si on reprend notre exemple de roche calcaire, donc du carbonate de calcium, si on met par exemple un petit peu d'acide dessus, il va y avoir ce que l'on appelle une effervescence. L'effervescence qui met en jeu donc des réactions entre les minéraux et puis l'acide. Bon, on ne va pas en parler ici. Ensuite, je vous ai parlé de producteurs primaires. Alors, c'est quoi un producteur primaire? Eh bien, c'est un organisme chlorophyllien. Ça veut dire qu'il va être capable de faire, à travers la photosynthèse, qui va produire des matières organiques. Enfin, les organismes chlorophylliens, par photosynthèse, sont capables de produire de la matière organique. Bon. Donc, ils vont produire automatiquement ce que l'on appelle une biomasse grâce à cette photosynthèse. Ces organismes sont situés à la base de toutes les chaînes alimentaires d'un écosystème et c'est pour cette raison qu'on les appelle primaires. Donc, producteurs primaires. Donc, ce sont en fait tous les végétaux. Et ensuite, on aura les herbivores, puis les carnivores, etc. Donc, les prédateurs des herbivores, etc. Avec peut-être au sommet de la chaîne, en sommet de la pyramide, l'homme. Sans doute l'homme. Mais peut-être pas que l'homme. Bon, parce que je pense indirectement, peut-être que certains micro-organismes, tels que certains virus, peuvent peut-être éradiquer l'ensemble d'une population, d'une planète, et tout ce qui va autour. Ça, à discuter. Nous avons parlé de décomposeurs, ce sont des micro-organismes, surtout des bactéries, et des champignons. Des champignons qui forment au niveau du sol un véritable réseau. Lorsque vous voyez un champignon avec son pied et son chapeau, ce n'est qu'une petite partie d'un immense réseau. La partie de fructifère, entre guillemets, c'est bien le chapeau qui possède des spores qui vont tomber par terre ou libérés par le vent, etc. et vont aller coloniser d'autres endroits au niveau, par exemple, d'une forêt. Donc, les décomposeurs, eux, sont des micro-organismes, on a dit surtout bactéries et champignons, donc ils vont transformer la matière organique morte en matière minérale. Si vous prenez une feuille c'est de la matière organique, c'est-à-dire une matière composée de carbone, donc des molécules carbonées complexes. Et lorsque l'organisme organique, lorsque l'organisme qui possède des parties organiques, évidemment, va mourir, lorsqu'une feuille tombe, par exemple la feuille d'arbre tombe, eh bien, les micro-organismes décomposeurs vont décomposer cette feuille, donc cette matière organique, en matière beaucoup plus simple qu'on appelle la matière minérale. On vous a parlé également d'anfractuosité. C'est quoi une anfractuosité? Eh bien, en géologie, c'est une cavité irrégulière et assez profonde creusée dans une roche. Au niveau de cette cavité, de cette anfractuosité, eh bien, s'il y a une décomposition minérale, entre guillemets, des végétaux vont pouvoir commencer à s'installer. On a parlé d'horizon. L'horizon, c'est quoi? Eh bien, c'est la couche d'un sol identifiable par sa couleur, sa teneur en sable et en argile et ses matières organiques. Bon, un horizon, on va en parler tout à l'heure, ce sont des couches en fait constituant le sol pour aller vers le sous-sol, sous-sol qui est constitué par les roches mères, c'est-à-dire des roches qui n'ont pas encore été altérées, parce que l'altération des roches, on va le voir après, conduit
à une fracturation de tous les éléments avec tout doucement formation d'un sol plus ou moins cultivable. La roche-mère, elle, c'est quoi? Eh bien, c'est la roche, comme je viens de vous dire, donc, qui est à l'origine des terrains, en fait. C'est une roche initiale qui se met en place de différentes façons. La roche donc c'est une roche qui a généré par altération et érosion tous les éléments détritiques d'un sédiment, fragments, minéraux, ions, ou c'est une roche dont l'altération est à l'origine d'un sol. Bon, on a le choix. L'humus, quant à lui, c'est une composante organique du sol. Ça veut dire que les décomposeurs n'ont pas encore décomposé cette matière organique en matière minérale. Et cet humus, il résulte de la décomposition, mais incomplète, des restes de végétaux et d'animaux. Bon. Voilà quelques définitions qu'on peut donner. Et maintenant, je peux vous réexpliquer le texte que je vous ai lu tout à l'heure. C'est que du côté du piton de la fournaise, donc on peut observer la formation de sols sur des coulées de lave relativement récentes. Bon. C'est ce qu'on peut comprendre. Dès leur refroidissement, les blocs de lave subissent ce qu'on appelle une altération. Donc, ils sont abîmés, sous l'effet des pluies, de l'air, de variations de température. Les végétaux, les premiers végétaux vont arriver. Ce sont des lichens, des mousses et autres. Bon, on peut avoir différentes graines qui sont amenées de différentes façons, par le vent, les oiseaux, etc., d'autres animaux éventuellement. Et donc sous l'effet, donc ils vont s'installer, donc ces premiers végétaux pionniers vont s'installer. Ce sont en général évidemment des végétaux, donc des producteurs primaires, donc ils vont servir de base pour les herbivores. Alors herbivores à tous les niveaux, à toutes les échelles, hein. Ça peut être les petits herbivores comme les grands herbivores. Mais bon, lorsqu'on est dans l'île de la Réunion, on parle de producteurs primaires qui sont plutôt très petits. Bon, insectes, vers, on ne parle pas de vaches, etc. Bon. Et également des décomposeurs donc, qui vont transformer ces premières roches qui viennent de s'écouler et qui vont se refroidir tout doucement avec le temps et se transformer tout doucement par altération avec le temps. Donc au bout d'un certain nombre d'années, on a un certain nombre de matières organiques qui vont s'accumuler. Par exemple, les premiers végétaux qui colonisent vont vivre, puis certains vont mourir. Ça va constituer ce que l'on appelle la matière organique, matière incomplète, c'est de l'humus, c'est comme de l'humus en fait. Et la décomposition par les micro-organismes va faire que on va arriver à un véritable écosystème qui va se mettre en place au niveau du sol et qui va se complexifier et qui va faire que une trentaine d'années à peu près vont être nécessaires pour que la végétation commence seulement à coloniser la coulée de lave. Donc à ce stade, le sol est encore très mince, discontinu, il n'est pas régulier, donc aucune culture ne peut y être pratiquée. Alors si on regarde le piton de la l'île de la Réunion, il y a deux ensembles volcaniques, le piton des neiges et le cratère, enfin le piton de la fournaise. Et il y a à l'avant, du côté sud du piton de la fournaise, il y a ce que l'on appelle l'enclos. Alors, dans l'île de la Réunion, il y a beaucoup de coulées de lave, hein, en partant du piton des neiges pour aller, que ce soit le piton des neiges ou le piton de la fournaise, donc chacun de ces cratères a ses coulées de lave. Alors, il y a des coulées qui sont anciennes, notamment on voit bien, il faut vous procurer une carte des couches volcaniques du piton de l'île de la Réunion évidemment. Donc vous avez des coulées anciennes du piton des neiges, coulées anciennes, qui sont supérieures à 150 000 ans. Alors on vous représente donc un code de couleur, hein. On peut avoir des coulées de 150 000 ans, des coulées de 65 à 150 000 ans, des coulées de 5 000 à 65 000 ans, de 50 à 5 000 ans et inférieures à 50 ans. Bon, voilà hein, ce qu'on peut dire pour l'instant pour le piton de la fournaise. Alors, peut-être quelques mots hein, sur le piton de la fournaise. Globalement, donc vous avez le nord de l'île de la Réunion
vous avez l'Est, donc la Réunion Est, et vous avez le Sud et vous avez l'Ouest. Bon, vous avez tout autour, vous avez l'océan. Hein, vous avez un océan, et vous allez voir que concernant la production de canne à sucre, c'est pas n'importe où. La canne à sucre est produite pas sur les hauteurs, mais plutôt sur le pourtour entre une mi-hauteur, on va dire, et puis l'océan. Donc ça veut dire qu'entre, si vous regardez la carte, entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose, entre les deux, vous allez avoir des productions de canne à sucre qui sont relativement importantes. De même, donc ça c'est du côté est, côté nord, nord-est, enfin nord-sud, côté est, donc tout ce qui est nord, nord-est et sud, sud-est. Et tout ce qui est de l'autre côté, entre Saint-Paul et Saint-Joseph, donc vous allez avoir également des productions qui sont relativement importantes. Je vous donnerai quelques superficies après. Et donc là, on est plutôt du côté ouest, alors côté nord, ouest ou sud-ouest, évidemment. Alors, donc je vous ai dit qu'il y a le piton de la Fournaise, donc qui culmine à 2632 mètres et qui est situé, lui, plutôt vers le sud. Et tandis que sur les hauteurs, donc plus haut encore, vous avez le piton des Neiges qui est situé à 3070 mètres. Alors, je vous ai dit, donc la production de canne à sucre ne se fait pas partout de la même façon. Alors, on a du côté, plutôt du côté est, on va dire, alors nord, est, sud-est, on a de Sainte-Marie à Sainte-Rose, pas très loin du littoral, en fait, on a des productions relativement importantes, puisque certaines dépassent les 500 hectares. Et si on regarde le nombre d'hectares sur toute cette zone, c'est relativement important, puisque des zones de 500 hectares, il y en a, enfin ça va entre 10 et 500 hectares, pour monter à 1200 hectares à peu près, et on a des petits cercles qui représentent ces hectares, et on a une superficie qui est relativement importante. De l'autre côté, du côté ouest, c'est un peu le même principe, entre Saint-Paul et puis Saint-Joseph. Donc si vous prenez l'exemple, un exemple, donc je vous ai dit tout à l'heure, entre Sainte-Marie et Sainte-Rose, il y avait des exploitations très importantes, alors pas sur les hauteurs, on ne va pas sur les hauteurs, il y a quelques endroits, comme par exemple du côté de Salazie, où il y a 10 hectares, mais c'est vraiment sur les hauteurs. L'exploitation se fait plutôt côté, pas très loin des mers et pas trop sur les hauteurs. Si vous regardez à Sainte-Suzanne, vous pouvez vous amuser avec Google Maps. Donc vous prenez le petit bonhomme là et vous le mettez sur le chemin, par exemple Malencourt, et vous allez voir que de chaque côté, vous avez des exploitations de canne à sucre qui sont relativement importantes. Donc voilà pour l'île de la Réunion. Donc je vous ai parlé, je vous ai expliqué un petit peu les choses de manière très simple. Maintenant, essayons de voir maintenant comment on peut passer de ces premiers sols non cultivables aux sols cultivables. Alors un sol, c'est quoi un sol? Bon. Alors, procurez-vous la coupe d'un sol âgé d'environ 10 000 ans et son schéma d'interprétation correspondant à ce qui se passe à l'île de la Réunion. Vous allez voir que l'altération de la roche se poursuit sous l'effet de l'eau. Parce que la roche, sous l'effet des conditions de température, selon le climat, la chaleur, la sécheresse, le froid, etc., bien, ces sols, enfin, ce qui n'est pas encore considéré comme un sol, mais ce qui est considéré comme le sous-sol, mais qui va tout doucement être modifié en surface pour faire un semblant, pour commencer à faire un semblant de sol, eh bien, on voit que l'altération de la roche va se poursuivre avec le temps, sous l'effet de l'eau, de l'air et des êtres vivants. Le sol, situé sur des coulées de lave âgées de 10 000 ans, est formé en horizon. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'était qu'un horizon. Pour rappel, un horizon, c'est une couche d'un sol qui est identifiable par sa couleur, sa teneur en sable, en argile et par ses matières organiques. Donc on voit
sur le sol donc différents horizons qui commencent à se mettre en place, mais qui n'excèdent pas, dans un premier temps, par exemple 70 cm d'épaisseur pour 10 000 ans de sol, enfin de coulée de lave. On a simplement 70 cm d'épaisseur qui vont reposer directement sur une roche-mère. Alors la roche-mère, c'est la roche initiale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est une roche qui a généré, par altération et érosion, les éléments détritiques d'un sédiment, donc fragments minéraux ions, ou bien on peut dire également que c'est une roche dont l'altération est à l'origine d'un sol. Donc cet horizon d'altération est constitué de fragments de roches. Alors dans le cas du piton de la Fournaise, il s'agit d'une roche basaltique, donc qui résulte du refroidissement alors pas d'un magma, mais d'une lave, d'une coulée de lave, puisque le magma c'est ce que l'on trouve en profondeur, et la lave c'est ce qui résulte du magma après l'échappée des gaz. Bon. Donc cet horizon d'altération de 70 cm d'épaisseur à peu près, et qui repose directement sur la roche-mère, est constitué de fragments de basalte, donc de roches basaltiques, dont la taille augmente avec la profondeur. Donc c'est constitué également, donc cet horizon est constitué également de minéraux similaires à ceux qui sont présents dans les basaltes et autres nouvellement formés, comme les argiles, par exemple, qui résultent d'une altération un petit peu plus poussée. Donc ces particules minérales associées à de la matière organique en décomposition, c'est-à-dire l'humus, c'est la matière organique qui n'a pas encore été décomposée totalement par les décomposeurs du sol. Donc c'est une matière qui est restée relativement organique, donc formée de molécules qui sont relativement longues, importantes, grosses, avant la coupure par des micro-organismes. Donc cette couche forme un fin horizon humifère qui sera relativement proche de la surface. Donc on reste pratiquement à 70 cm d'épaisseur, mais on va voir que l'épaisseur va pouvoir augmenter à mesure que le temps passe. Alors dans certaines îles, à noter que dans certaines îles, certaines parties d'îles en tout cas, sur des coulées de lave âgées de quelques centaines de milliers d'années, on observe des sols qui vont être beaucoup plus profonds. Donc ça veut dire que l'altération des sols se fait, donc quand on avait pris un sol de 10 000 années, 10 000 ans, donc qui font 70 cm d'épaisseur à peu près, eh bien à mesure que le temps passe, évidemment, on va avoir des sols qui vont être beaucoup plus profonds. Si par exemple vous prenez un sol âgé de 250 000 ans, et si vous regardez une coupe de ce sol, on voit qu'on n'est plus à 70 cm, mais bien plus. On peut même atteindre au-delà des 4 mètres, bien au-delà des 4 mètres. Et là, c'est très intéressant quand on atteint les 4 mètres, parce que la canne à sucre a besoin de ces profondeurs. Donc je vous disais que dans certaines parties de l'île, on peut observer des sols plus profonds. Alors de quoi sont constitués ces sols? On a dit de différents horizons. On a le premier horizon, le deuxième, le troisième, et ensuite on aura la roche-mère. Alors le premier horizon, on va dire l'horizon A, c'est un horizon humifère en surface qui fait de 0 à 30 cm de profondeur, à peu près. C'est un sol meuble, sans cailloux, riche en racines et en humus. Bon. Alors à noter, quand on dit sans cailloux, ça veut dire que ça sous-entend que la roche du sous-sol n'est pas arrivée en surface. Bon. Sinon, il faudrait enlever les cailloux. Bon. En tout cas, là, on a une trentaine de centimètres à peu près, donc c'est un sol meuble, sans cailloux, qui est relativement riche en humus. L'humus, vous vous souvenez, c'est de la matière organique qui n'a pas été totalement décomposée et qui résulte de la mort de végétaux, de débris végétaux, etc. Bon. Ensuite, en dessous, on va dire c'est l'horizon B. On voit bien que certaines plantes, certains producteurs primaires, en fait, s'enfoncent davantage et au-delà des 30 cm, alors que certains végétaux ne restent que sur cette zone de 30 cm. Donc ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle population de végétaux qui va pouvoir coloniser en fait les sols à mesure que la modification se fait en profondeur. Donc là, on a dans la zone B, on a un horizon qui va en dessous de 30 cm pour atteindre les 1 mètre. Donc c'est une terre très argileuse qui est très pauvre en humus et les racines sont encore abondantes. Bon.
Pourquoi pauvre en humus? Parce que l'humus se forme plutôt en surface. Et l'humus n'a pas eu le temps vraiment d'envoyer, entre guillemets, ces éléments décomposés. Enfin, une fois que l'humus est décomposé par les décomposeurs, il faut que ces éléments, cette matière minérale, sous l'action du lessivage ou autre, hein, bon, ça dépend s'il pleut beaucoup ou pas, en tout cas, ces éléments minéraux vont pouvoir s'enfoncer dans le sol, et puis ça va pouvoir permettre à certains végétaux en fait d'être mieux nourris entre guillemets en matière minérale, et avec l'action conjuguée de la photosynthèse, eh bien, la production végétale, par exemple concernant la canne à sucre, va être beaucoup plus importante. Donc là on voit bien, on s'arrête à 1 mètre, mais on peut avoir dans certaines parties de l'île, on dépasse les 1 mètre et on arrive dans l'horizon qu'on appelle l'horizon C, qui sera l'horizon d'altération et qui va entre 1 mètre et 3 mètres et qui peut même atteindre 4 mètres, voire un petit peu plus. Bon. Donc cet horizon d'altération de 1 à 3 mètres est constitué de boules de basalte de 10 cm à 1 mètre de diamètre issues de l'altération de ce basalte, altération en profondeur sous l'action de différents agents, de différents paramètres. Donc les racines peuvent alors pénétrer dans les fissures qui sont remplies d'argile. Bon, elles vont pouvoir s'enfoncer et aller chercher en quelque sorte la matière dont elles ont besoin, dont la plante a besoin, pour pouvoir grandir, prospérer, etc. Donc ce type de sol profond. Ah oui, donc je vous ai dit qu'ensuite, alors c'est pas vraiment l'horizon, c'est la partie que l'on va appeler la partie D, eh bien c'est la roche-mère qui est située en dessous de 4 mètres de profondeur et qui, elle, n'a pas encore été atteinte par l'altération, enfin n'a pas encore été altérée. Donc ce type de sol profond et fertile est utilisé sur l'île de la Réunion pour la culture de la canne à sucre, dont les racines peuvent s'enfoncer jusqu'à 4 mètres de profondeur. Hein, donc on a dit tout à l'heure, si vous regardez la carte où il y a une exploitation de canne à sucre, donc ça veut dire que sur le bas, enfin sur les hauteurs, il n'y a pas encore d'altération, ou l'altération est un peu spéciale, mais en tout cas entre Sainte-Marie par exemple et Sainte-Rose d'un côté, du côté est, eh bien on a de grandes productions de canne à sucre. Ça veut dire que les terrains sont très âgés, ils peuvent atteindre 250 000 ans, et puis l'altération des roches, de la roche-mère, en tout cas a pu se faire de manière, alors pas optimale, mais avec des conditions qui font que la canne à sucre peut pousser, et de manière assez importante, puisqu'on a une industrialisation de la canne à sucre. Alors, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la formation d'un sol cultivable. On prend l'exemple de l'île de la Réunion, on a quelque chose, donc on a une roche qui vient de s'écouler, enfin une lave qui vient de s'écouler et qui en refroidissant se transforme en roche. Eh bien, donc on a une certaine surface uniforme correspondant à cette roche, et il faut qu'il y ait une altération de cette roche, d'abord sur une petite surface et de plus en plus en profondeur, jusqu'à ce que l'on puisse y cultiver les plantes, par exemple la canne à sucre, dont on a besoin. Alors, donc on a dit formation d'un sol cultivable, on a dit qu'il y avait des agents érosifs, il y avait la nature et la composition des sols qui résultaient aussi de l'interaction entre les roches et la biosphère. Alors, donc on a bien compris qu'il y avait des mécanismes qui étaient responsables de l'apparition d'un sol cultivable à partir de l'altération d'une roche-mère qui est mise à nu. Alors ici, dans l'île de la Réunion, on avait parlé d'une roche volcanique qui était vierge à l'origine, vierge de toute vie, et qui, tout doucement, avec le temps, avait subi une altération d'abord en surface. Puis, tout doucement, il y a eu une colonisation par des organismes végétaux pionniers. On avait parlé de mousses, de lichens, d'algues, éventuellement des petits insectes, des petits animaux peuvent venir pour grignoter ici et là, prospérer, selon les endroits. Donc, on a bien compris qu'il y avait, des organismes décomposeurs, il y avait de l'humus également, et donc ces notions ont été introduites, et vous avez bien compris qu'on peut remobiliser ces connaissances dans des cours
ultérieure, ce que nous ferons dans un prochain cours. Donc on vous a présenté l'île de la Réunion, où il y a des coulées d'âge différents, donc qui vont de quelques années à plus de 150 000 ans, et même au-delà, qui permettent d'observer différents stades de la colonisation d'une roche-mère basaltique par des organismes que l'on appelle des organismes pionniers, qui étaient des lichens, des mousses, des insectes, des bactéries, etc., etc., et qui vont assurer la formation d'un premier sol qui ne permettra pas, dans un premier temps, la culture. Par exemple, si le sol a 20 ans, il n'est pas question de faire des cultures sur un sol de 20 ans. Bon. Ensuite, on a bien compris que l'altération se poursuivait, et pour une altération de 10 000 ans, puis ensuite de 250 000 ans, on a montré que l'épaisseur des couches d'altération va augmenter. Donc on avait un épaississement, un développement d'une végétation qui était sous-jacente, qui était beaucoup plus diversifiée, et de plus grande taille, du fait que les racines peuvent s'enfoncer beaucoup plus en profondeur et permettre à des plantes plus grandes de pousser, ou par exemple on fait une production sélective correspondant, dans le cas de l'île de la Réunion, à la canne à sucre. Donc la canne à sucre, elle, qui nécessite donc des sols profonds, et les racines peuvent atteindre les 4 mètres, puisque l'altération, avant d'atteindre la roche-mère, va au moins jusqu'à 3-4 mètres. Voilà, donc on a compris que le sol, c'est une ressource qui n'est pas du tout renouvelable, puisque on voit bien que la formation de culture, enfin la production, la culture, ne se font que sur des sols qui sont relativement, alors je ne dis pas abîmés, mais dont la roche-mère a permis sa formation. Et donc, s'il y a une coulée de lave, ce n'est pas directement sur la roche basaltique qui découle de cette coulée, enfin qui durcit suite à la coulée, ce n'est pas sur cette roche que l'on va faire tout de suite une culture. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps avant que la mise en place se fasse. Donc on a vu que, au départ, si on résume un petit peu la formation de ces sols cultivables, au départ, à l'année 0, l'année où il y a eu une coulée de lave, une éruption volcanique, on va dire, donc de roches, enfin de lave effusive, hein, c'est pas explosif au niveau de l'île de la Réunion. Bon, c'est dangereux si la coulée de lave va sur les maisons, mais en soi, c'est pas dangereux, on a le temps de se pousser si la coulée de lave arrive. Bon, donc on a au départ, au temps 0, on va dire, une roche nue, une roche-mère qui est nue, et qui est en cours d'altération, alors par différents facteurs, dont l'eau, par exemple. Ensuite, au bout d'une vingtaine d'années, cette roche-mère va être colonisée par des organismes pionniers. L'altération va s'accélérer. Au bout de 10 000 ans, on peut avoir formation d'un horizon d'altération de moins de 100 cm, donc 1 mètre d'épaisseur. Et puis, au bout de 100 000 ans, par exemple, on a un sol qui est plus épais, qui peut faire plusieurs mètres. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à cultiver la canne à sucre, par exemple. Donc il y a plusieurs horizons, l'horizon humifère, l'horizon argileux et l'horizon d'altération, au niveau desquels donc les racines peuvent prospérer entre guillemets, pour que l'arbre, enfin pour que la plante entière puisse elle-même prospérer. Donc là on voit bien que la formation d'un sol nécessite évidemment que l'eau soit présente. L'eau est souvent le premier facteur qui est à l'origine de l'altération des roches, et elle permet également l'installation de certains végétaux, puisque tous les végétaux ont besoin d'eau, de sels minéraux et de lumière pour faire la photosynthèse, de manière à produire de la matière organique à partir de quelque chose qui est aussi simple que le dioxyde de carbone de l'air pour la photosynthèse, les sels minéraux et l'eau évidemment. Donc cette eau va permettre l'installation de végétaux qui seront dits pionniers et qui vont accélérer eux-mêmes l'altération et permettre de créer des horizons, tout doucement des horizons d'altération, et ces horizons d'altération vont s'enfoncer de plus en plus. Alors évidemment, d'autres organismes vont pouvoir s'installer et faire évoluer le sol par leurs apports en matière organique, d'où la constitution d'horizons humifères au-dessus du précédent, évidemment. Et au cours du temps, le sol va s'épaissir, vous allez avoir un nouvel horizon pauvre en humus mais riche en argile qui va apparaître entre les deux précédents.
Et l'ensemble de ce processus est très long, évidemment. Les sols ne sont pas renouvelables à petite échelle. La formation d'un sol nécessite donc la présence d'eau, d'êtres vivants et prend des milliers d'années. Voilà, donc on a compris qu'on s'est posé le problème, donc comment se forme un sol cultivable. Un sol cultivable, voilà, il se forme avec le temps, il y a des conditions dont on a parlé. Les agrosystèmes terrestres reposent sur l'utilisation d'un sol cultivable, évidemment, que cela soit pour une production de biomasse végétale ou animale. Bon. Donc on a bien compris comment la formation d'un sol pouvait amener la culture de différentes plantes. En l'occurrence, là, ici, dans le cas de l'île de la Réunion, c'était surtout la canne à sucre, mais il n'y a pas que ces productions. Allez voir sur le site de l'île de la Réunion, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à comprendre. Et puis ailleurs, on peut avoir, alors pas sur l'île de la Réunion, mais il faut des sols cultivables également, quel que soit l'endroit où l'on a des agrosystèmes, donc agricoles, systèmes agricoles, donc écosystèmes modifiés, qui sont des systèmes que l'on appelle des agrosystèmes. Donc si par exemple vous avez un champ de blé, il faut un sol. Si vous avez un champ de maïs, il faut un sol, etc., etc. Si vous avez du bétail, si vous avez des vaches, par exemple, imaginons les vaches abondance, qui sont abondantes, entre guillemets, mais formant un petit terroir au niveau de la Haute-Savoie, de la Savoie, en fait, bien vous avez des sols également. Sur les sols, il y a quoi? Il y a des végétaux qui vont pousser. Donc là, on parle bien de producteurs primaires. Les vaches sont des producteurs tels qu'ils vont manger l'herbe. Donc ce sont des herbivores. Alors ce sont des producteurs également, mais bon, d'une autre façon. En tout cas, ce sont des consommateurs plutôt qui vont manger l'herbe, etc., etc. Si on prend les vaches de race prime Holstein, eh bien vous avez également des surfaces sur lesquelles elles vont pouvoir manger, donc des pâturages, etc. Elles vont pouvoir manger du fourrage également, etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours un sol. Il faut toujours tout ce qui est ce que l'on appelle le primaire, c'est-à-dire tout ce qui est côté végétal, qui va être utilisé ensuite par des consommateurs. Les consommateurs eux-mêmes seront consommés par des prédateurs, etc. Le cours est terminé. Merci.